Nicole est enseignante. Elle a 41 ans et une petite fille de 2 ans. Elle est passionnée de danse sportive. Malheureusement, en 2003, on lui diagnostique un cancer du sein. Elle démarre alors une chimiothérapie. Le processus de soin est un succès. Sa tumeur a quasiment disparu. Mais les médecins décident tout de même de l'opérer pour s'assurer d'éliminer toutes les cellules cancéreuses. Nicole appréhende fortement cette opération. Elle se tourne alors vers 2 thérapeutes, dont Madame Françoise X, disciple de Hammer. Hammer est un ancien médecin très controversé. Alors qu'il exerce la médecine depuis quelques années en Allemagne, son fils meurt brutalement en 1978. Peu de temps après, on lui diagnostique un cancer au testicule droit. Il va alors déduire que son cancer est causé par le choc psychologique suite à la mort de son fils. À partir de là, il va chercher des preuves dans le sens de son intuition et développe une théorie ainsi qu'une thérapie, la médecine nouvelle germanique, avec laquelle il prétend pouvoir guérir toutes les maladies. En effet, chaque maladie, selon lui, serait causée par un conflit psychique. Ce serait l'individu qui se rend malade et qui pourrait se guérir lui-même. Dans le cas des cancers, il ne faudrait surtout pas faire de chimiothérapie, ce qui stopperait le processus naturel de guérison. L'augmentation de la masse de la tumeur serait même un signe de guérison. Il s'oppose alors complètement à la médecine basée sur des preuves. C'est ainsi que Nicole, prise en charge par Madame Françoise X, se fait persuader que son cancer est d'origine psychologique et l'incite à arrêter tous ses soins. Nicole affirme alors à son entourage qu'elle est guérie. Mais sa sœur note que son comportement change peu à peu. Elle s'éloigne de ses proches, elle s'isole, s'en remettant de plus en plus à ses thérapeutes alternatifs, dont Madame Françoise X. 2 ans plus tard, en août 2005, Nicole annonce à sa sœur qu'elle a toujours son cancer du sein et que ses os sont maintenant touchés. Mais Madame Françoise X lui assure que c'est tout à fait normal. Selon la nouvelle médecine germanique, elle est en cours de guérison. Les douleurs qu'elle ressent ne sont que des trous qui se referment. Mais son état ne fait que s'aggraver, elle n'arrive même plus à marcher. 2 mois plus tard, en novembre 2005, Nicole décédera dans d'atroces souffrances, chez elle, laissant des proches dans la tristesse et la plus grande incompréhension. Hammer se vantait d'un taux de guérison de plus de 90% avec sa méthode. Les thèses concernant la nouvelle médecine germanique, l'origine des maladies, les traitements proposés n'ont jamais été prouvés. Aucune étude rigoureuse n'a été faite pour mettre en avant l'efficacité de sa méthode. Il ne rapportait que des témoignages invérifiables en guise de preuve. Il a été condamné plusieurs fois pour exercice illégal de la médecine, en Allemagne et en France. Certains médecins le considèrent comme responsable de la mort prématurée de plus de 140 personnes. Il a inspiré de nombreux disciples, dont un des plus connus est Claude Sabat, qui créera la biologie totale. Il sera également condamné pour exercice illégal de la médecine en France en 2015, jugé responsable de la mort de personnes dont il a persuadé d'arrêter les traitements. Le témoignage concernant Nicole est extrait du site de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Il s'ajoute aux très nombreux cas de dérives sectaires dans le domaine de la santé. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré les éléments qui permettaient d'expliquer le succès des thérapies alternatives. La méfiance envers la médecine, les effets de mode, les médias, la recherche d'une prise en charge avec un thérapeute empathique qui prend le temps. Et toutes les autres raisons permettent de comprendre cet engouement pour ces thérapies sans preuve d'efficacité, reposant principalement sur les effets contextuels et placebo. Maintenant, quelles sont les principales dérives liées aux thérapies alternatives ? Comment définir et comprendre les mouvements sectaires ? Et en quoi les thérapies alternatives sont concernées par ces mouvements sectaires ? Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre comment une personne va être appâtée, adhérer à une doctrine, puis progressivement entrer dans une secte, particulièrement dans le domaine de la santé. Nous allons aussi nous demander qui est concerné par ces dérives, et probablement remettre en cause quelques idées simplistes et caricaturales que l'on pourrait avoir. Alors, pour parler de dérives sectaires, quoi de mieux qu'une association d'aide aux victimes de dérives sectaires ? C'est à Marseille qu'on a rencontré le président du GEMPI, le groupe d'études des mouvements de pensée en vue de la protection de l'individu. Alors Didier Pachou, président de l'association GEMPI, la prévention contre les sectes. C'est une association que j'ai créée il y a 33 ans, en 1988, lorsque j'ai quitté un mouvement fondamentaliste protestant. Et je me suis dit, en créant cette association avec un ex-mormon que j'avais converti pour dire que j'étais des deux côtés de la barrière. Donc j'ai créé cette association pour que les gens puissent avoir de vrais engagements et non pas des engagements un peu contraints par la manipulation mentale, par un contexte aussi
aussi qui les amène à prendre la perche qui se présente à eux parce qu'ils sont en difficulté. Et donc l'association très rapidement a pris de l'essor parce que derrière il y avait de vrais problèmes. Donc les gens sont venus et ont raconté leur histoire, on a réfléchi avec eux sur leurs problématiques et les moyens d'y répondre. On a constitué une documentation, une expérience qui nous permet maintenant d'être plus efficace et chaque jour on gagne en efficacité. On aime bien faire la prévention parce que quand les gens sont dedans, c'est très difficile de traiter le problème. C'est pour ça que je suis là devant une caméra aujourd'hui pour dire, pour parler, prendre du temps parce que la prévention, c'est ce qui est le plus efficace. Avec l'aide de Didier Pachou, nous avons trouvé une personne victime de dérives liées aux thérapies alternatives au cours des dernières années. Il a accepté de témoigner, de manière anonyme, pour sensibiliser aux risques sectaires. Et il nous permettra de comprendre plus concrètement les mécanismes d'endoctrinement. Nous l'appellerons Cédric. J'ai 37 ans, je viens de vivre 5 ans dans le sud-ouest. Je suis né à Marseille, j'ai habité dans la région depuis que je suis né. J'ai eu il y a quelques années une tumeur au col du fémur qui était bénigne mais qui était très très douloureuse. J'ai eu des très mauvais diagnostics et une très mauvaise prise en charge qui a fait que je me suis beaucoup posé de questions sur la médecine traditionnelle. Et il s'est avéré que j'avais dans mon entourage certaines personnes qui étaient très attraites à tout ce qui était thérapie alternative, médecine douce, etc. Du coup, que j'étais en errance médicale, j'ai consulté beaucoup de praticiens alternatifs, que ce soit de l'acupuncteur, ou naturopathe, homéopathe, des ostéopathes, des sophrologues, des iridologues, jusqu'au jour où on s'aperçoit que la santé ça va plus du tout et que quand on finit à l'hôpital avec une tension à 20 et qu'on nous dit on vous a pas prescrit de cachet pour ça, je prenais des plantes, voilà. Avant d'aborder les mécanismes d'endoctrinement, comment on peut caractériser une secte ? Alors nous, on a une définition pas très précise pour éviter de s'enfermer. Pour parler de secte, il faut d'abord qu'il y ait un groupe, peu importe sa structure, que ce soit un groupe autour d'un homme ou un groupe structuré autrement, dont le message ou les activités aient un contenu spirituel, religieux, holistique, parce que sinon, certains diront « ouais, l'armée, la Légion, c'est une secte » ou d'autres vont dire « les clubs de hooligans sont des sectes ». Alors, c'est sûr qu'il y a une forme de sectarisme si on prend le sens large, mais nous, on veut pas tout faire. Puis le grand public, quand on lui dit secte, il pense religion, il pense ce truc comme ça. Ensuite, il faut que ce soit nuisible, parce que quand même, les gens, ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent, si ça leur fait plaisir. Quand bien même ça paraîtrait aberrant, si c'est pas nuisible, ça leur fait du bien, ça ne pourrit la vie à personne. Nous, on cherchera jamais à dissuader quelqu'un qui trouve un équilibre quelconque dans une croyance, parce qu'on n'est pas là pour pourrir la vie des gens. Ce serait quand même un comble, voilà. Il faut que ce soit nuisible, et pour que ce soit une secte, il ne faut pas que ce soit accidentel, la nuisance. Il faut qu'elle soit récurrente ou structurelle. Si c'est accidentel, on va dire que là, c'est une dérive sectaire. Le développement personnel, la plupart du temps, nous raccorde à la pensée panthéiste, etc. Les intuitions, on ne se trompe jamais. Philosophiquement, c'est la pensée panthéiste qu'on trouve dans les religions d'Extrême-Orient. Donc là, on n'est pas hors sujet. Donc il y a plusieurs sortes de groupes sectaires, de sectes. Il y a des groupes qui vont vous distancier, vous faire renoncer plus ou moins, voire vous couper plus ou moins de votre vie antérieure. Et puis, il y a la secte totale, au niveau 3, qui va vous couper complètement de tout, comme je le disais, et avoir un coût exorbitant. Voire même, ça va vous coûter votre vie. Avec la notion de secte et de manipulation mentale est associée la notion importante d'emprise mentale qui en découle. Mais qu'est-ce que c'est exactement l'emprise mentale ? L'emprise mentale, c'est l'abandon de son autonomie et de sa souveraineté entre les mains de quelqu'un d'autre. Quelque part, vous vous infantilisez. On perd sa capacité de choix, de jugement. Quand on est sous emprise, on le fait avec plaisir parce que la vie nous pèse. Donc là, on va déposer son fardeau entre les mains de quelqu'un qui va tout prendre en charge. Si nous n'avons jamais été concernés directement ou indirectement par une dérive sectaire, il peut être compliqué d'avoir une représentation juste de ce phénomène. On peut même penser que de toute façon, on ne sera jamais concerné. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'un certain type de personne va plus avoir tendance à tomber dans une dérive sectaire ? Est-ce qu'un profil type d'adepte a été identifié ? D'abord, tordons le cou à une fausse croyance. On se dit, les sectes, c'est tellement aberrant, tellement idiot, mais pour se mettre là-dedans, il faut avoir un problème. On le mérite si on se met là-dedans. C'est pas ça du tout. N'importe qui peut tomber dans le piège de la dérive sectaire liée à la pratique d'une thérapie alternative.
Et je peux vous dire qu'il y a des gens qui ont un niveau d'éducation supérieur et qui se laissent prendre. Parce que les sectes recrutent par créneau. Donc elles répondent à tous les besoins possibles et imaginables de l'homme. J'ai toujours cru en la puissance de la science, au fait que l'humain arrivait à faire des choses incroyables. Pendant longtemps, j'ai refusé ces pratiques. Je les ai refusées en bloc. Je suis même allé voir certains praticiens avec l'idée de les démonter. Il n'y a pas de profil type de patients qui vont finir par avoir recours à ce genre de thérapie. C'est pas des personnes qui sont plus vulnérables que les autres ou qui sont moins intelligentes que les autres. Personne n'est complètement à l'abri de ce genre de dérive. Mais alors, pourquoi certaines personnes vont entrer dans une secte ? C'est mieux quand tout va bien dans la vie, qu'on a une reconnaissance sociale, qu'on n'est ni malade, qu'on est bien entouré, une bonne éducation. On a beaucoup moins de chances de rentrer dans une secte que si tout part de travers, ça c'est clair. Bon, l'intérêt social, c'est un peu toutes les misères qu'on a dans la vie. Situation anxiogène, je suis divorcé, j'ai pas de cercle amical vraiment, besoin de trouver un groupe, de trouver de la chaleur humaine. Et puis il y a l'autre côté, l'autre versant, c'est la situation que je ne maîtrise pas. J'ai besoin de donner du sens à ma vie, donc je vais faire des formations pour devenir thérapeute, etc. Ça sera pas parce que j'ai souffert particulièrement d'une maladie, mais j'ai besoin de trouver un domaine où je vais pouvoir m'affirmer. Alors ça veut dire quelque chose sur notre société. Il y a une désaffection de la religion. Donc du coup, ils n'ont plus de prêt-à-penser. Pour résoudre les problèmes, la mort, la maladie, on n'a pas de solution à ça, donc il n'y a que la croyance. Donc il n'y a plus de croyance préétablie, et donc chacun va se la faire à son goût. Qui est-ce qui va correspondre le mieux à ce marché-là ? C'est celui qui va proposer un fourre-tout, où chacun va se construire sa petite croyance pour répondre à ses propres failles. Et le New Age et toutes ces pratiques thérapeutiques qui invitent au New Age, s'y prêtent complètement. Ce qu'il veut, lui, c'est être heureux maintenant. Résoudre ses problèmes tout de suite. Donc, il met une pièce dans le distributeur, hop, et il récupère le produit. Sauf qu'il y a des gens qui vont profiter du système. Ils vont se dire, lui, il a un besoin, il vient me voir, je vais lui dire que moi, j'ai la solution à son besoin. Même si j'en sais rien, même si c'est pas vrai. Puis il y en a d'autres qui vont aussi aller plus loin, ils vont garder leurs clients et puis ils vont en faire des adeptes aussi. Il faut savoir que sociologiquement, les sectes monothéistes, je fais super simple, donc ça va des témoins de Jéhovah, aux évangéliques radicaux, aux islamistes, etc. C'est plutôt les classes populaires. Bien sûr, il y a un tas d'exceptions notables, mais globalement, c'est plutôt ça, sociologiquement. Les sectes panthéistes, c'est-à-dire plus ou moins New Age, bouddhistes, etc., ce seront plutôt les classes moyennes et supérieures, avec un bon niveau d'éducation. Déjà, là, il y a un prérequis qui va faire que les uns seront plus attirés que les autres et chacun va adapter son discours par rapport à sa clientèle. Donc, il y a une clientèle qui va être plus en recherche de justice sociale. On va les détourner de la politique pour donner une signification non plus rationnelle, mais une signification spirituelle à ce qui arrive. Tout le monde peut être concerné par ces dérives, parce que tout le monde peut, un jour, se retrouver dans une situation très compliquée. Et finir par se tourner vers des personnes affirmant avec aplomb qu'elles ont la solution pour nous. En ayant une image caricaturale de ce qu'est une secte ou une dérive sectaire, on peut ne pas faire attention aux bons signaux et se laisser embrigader progressivement sans s'en apercevoir. Entre le premier contact avec le groupe sectaire jusqu'à l'adhésion totale, par quelles étapes passe le futur adepte ? Et par quels mécanismes les groupes sectaires l'attirent ? J'ai cette époque où j'avais des douleurs assez incroyables dans la jambe, où je pouvais plus marcher, je marchais avec une canne, etc. Et où j'essaie de prendre rendez-vous avec un spécialiste, où le premier rendez-vous était dans 8 mois, et où on m'a annulé le rendez-vous à la dernière minute, et où je suis arrivé à avoir un rendez-vous dans la journée avec de la médecine alternative. Il y a quand même eu quelques docteurs qui m'ont donné des solutions, mais des solutions tellement folles, en fait, que je les ai pas voulues. Genre me casser tous les os du bassin pour lever 3 mm de tumeur. La majorité des médecins que j'ai vus m'ont dit que c'était quelque chose de psychologique. Donc je suis resté 2 ans en errance médicale complète, sans même de traitement pour soulager la douleur. Ça a été un terreau qui a permis à ces pratiques en fait, d'exister dans mon parcours de soins. C'est toujours les mêmes combines. C'est la séduction d'abord. La séduction, mais par quoi va-t-on être séduit ? On est séduit en fonction de ses besoins et de son profil. Un appât pour les uns ne va pas marcher pour les autres. Les 2 mamelles du recrutement, c'est actuellement, c'est Internet. Lorsque la médecine traditionnelle ne nous fournit plus aucune solution, on est tenté d'en trouver par soi-même. N'importe quel mot
qu'on a et dont on cherche la cause sur Internet, on va tomber en premier sur les sites qui parlent de naturel. Vous allez voir tous les plus fadas d'abord. Puis les ennuyeuses études et analyses scientifiques, vous allez les avoir à la fin, tandis que là, vous avez des gens... Il n'y a même pas à lire, vous font des vidéos. Le problème, c'est que quand on est dans le désespoir, quand on est dans l'errance médicale et dans la douleur, on essaie de trouver une solution. On fait avec les moyens du bord. Le moyen le plus simple d'essayer de trouver une solution, c'est d'avoir une compréhension simple de solutions simples. Et puis, c'est très souvent un proche. Parce que quand on a un souci, à qui est-ce qu'on s'en ouvre ? Aux amis, famille, proches. Et comme c'est un proche qui le dit, on a confiance. Presque une moitié des gens que je connais, ils se sont fait avoir comme ça. Ce qui a été une offre d'appel pour moi au niveau de ces dérives sectaires, c'était que dans mon entourage, j'avais 2 personnes qui étaient vraiment en adhésion totale avec ça. J'avais un ami à moi, disons-le franchement, un complotiste très actif, qui en plus de ça partageait un bon nombre d'idées assez dangereuses, voilà, que ça aille de l'antisémitisme aux théories du complot les plus farfelues. J'avais mon ex-compagne qui avait tendance à s'orienter vers tout ce qui était écologique, spiritualité, etc. Il va y avoir des discours de type « nous on te comprend », eux non. Nous, on peut faire quelque chose pour toi en te prenant dans ta globalité. Plutôt avoir un discours qui mène la personne dans une situation où elle se sent unique, elle se sent écoutée, valorisée, et où le reste du monde, et notamment la famille de cette personne, les amis de cette personne, sont pointés du doigt comme n'étant pas à l'écoute ou ne satisfaisant pas les besoins de cette personne. Le souci, c'est que ces 2 personnes arrivaient à être convaincantes dans leurs arguments. Au final, on se retrouve face à des arguments et on n'a pas de contre-argument. Si, par exemple, j'ai un problème de santé, cancer ou autre, un truc qui fait peur, ils auront un discours qui va me convenir ou qui va correspondre peut-être à mon éducation et à tout ça. Et puis en plus, on va m'offrir la solution pour mon problème. La guérison. On est toujours dans la panacée, dans les recettes extraordinaires avec des moyens dérisoires. Les choses auxquelles j'adhérais, c'est qu'on a tendance à croire que parce que c'est naturel, c'est bon. Il m'est arrivé d'aller dans des centres spécialisés antidouleurs, par exemple, où on m'a proposé de faire de la sophrologie, où on m'a proposé des plantes, des bains avec des huiles essentielles, ou voilà. Et c'est des docteurs, des infirmières, des services entiers qui m'ont proposé ça. Oui, ça accrédite complètement. Et c'est vrai que tous ces charlatans, ils sont forts pour ça, c'est qu'ils arrivent à nous faire croire que parce que c'est naturel, ça fera pas de mal. Ils surfent sur une vague continuellement pour alimenter leur business. Ces gens qui se retrouvent séduits par ce genre de théorie, au final, ont qu'un but, c'est de faire en sorte que d'autres personnes adhèrent à leur mouvement. Une médecine parallèle en soi n'est pas un mouvement spirituel comme on disait, sauf s'il est vraiment directement relié au concept moniste d'énergie universelle. Sauf que la plupart de ceux qui mènent ces thérapies et ces pratiques appartiennent à des groupes religieux qui, eux, par contre, relèvent du sectarisme. L'autre aspect qui était fort, c'était que j'avais jamais vraiment eu de conviction politique, mais j'ai toujours su que je voulais pas forcément de ce monde-là. Et on est content d'avoir trouvé des gens qui sont dans notre état d'esprit sur ces choses-là. Et c'est d'autant plus fort quand c'est notre entourage direct, que ces gens-là vont à des manifestations, que ces gens-là adhèrent à des associations, ils défendent des causes importantes. Alors, les moments donnés où on se perd un peu dans ces choses-là, c'est que l'industrie de la médecine, parce que c'est une industrie de la médecine alternative, est très forte dans le bien-être. C'est facile quand on va voir une personne avec un mal particulier, qui nous fait un massage pendant 45 minutes, de se sentir bien en sortant. Pour dire qu'on peut obtenir des sensations et des effets psychosomatiques sur les gens par la parole. Ça, c'était au Sage à Yoga. J'ai assisté à une réunion dans la salle. On nous a fait donc le petit discours plus ou moins énergético-spirituel. Et puis à la fin, les gens disent on va faire une expérience. En gros, la validation du discours. Hop, fermez les yeux. Vous allez sentir comme une brise fraîche qui va vous toucher. Voilà. Et puis à la fin, donc il y a une ambiance particulière, une ambiance de recherche, donc qui met en condition pour ressentir des choses, une attente. La séance terminée, les gens rouvrent les yeux. Qui a senti la brise fraîche ? Vous avez la moitié des mains qui se lèvent. Alors bien sûr, il y a un peu des adeptes et tout ça dedans, mais ceux qui ont levé la main, venez, rejoignez-moi dans la salle à côté. Les autres, vous pouvez partir.
Le pied dans la porte, c'est le fait d'accepter d'abord des petits gestes qui sont dans le sens de la thérapie alternative, comme par exemple accepter une consultation gratuite. Et puis ensuite, si on a accepté de le faire et que ça nous a pas coûté grand-chose, à ce moment-là, l'individu vous propose de recommencer, mais cette fois-ci en payant, alors sur un package d'une semaine par exemple, ou sur un package de 3 consultations. Déjà, c'était des gens qui allaient d'emblée valider le discours et accepter les premiers pas de l'endoctrinement peut-être. Parce qu'ils avaient ressenti une émotion qu'ils avaient interprétée telle qu'on leur décrivait et qui avait été provoquée par la suggestion. Dans un autre mouvement, celui-là évangélique un peu radical, il y avait une quarantaine ou une cinquantaine de personnes dans une petite église comme ça où je suis allé, on m'avait dit là il pratique la bénédiction de Toronto. Donc le gars il est là, il fait son speech à l'époque des apôtres, etc. Le Saint-Esprit tombait sur les gens, on était une cinquantaine, levez-vous. Je me lève avec les autres. Qui veut recevoir le Saint-Esprit ? Alors tout le monde lève le bras, moi aussi, évidemment, je suis curieux un peu quand même. Bon. Recevez le Saint-Esprit. Alors il fait avec le doigt, paf, la personne elle tombe par terre en transe. L'autre, pareil, reçoit le Saint-Esprit, paf, elle tombe par terre. Enfin, il les a tous fait tomber, je suis resté tout seul debout. Il me fait ça, reçoit le Saint-Esprit. Ça n'avait pas l'air de marcher. Il dit, venez devant. Puis ils sont venus à 3 ou 4 pour m'imposer les mains. Vous savez, mais vous appuyez dessus que si vous tenez pas bien sur vos jambes, je vous assure, vous tombez par terre. Bon, puis je suis même pas tombé par terre ni rien. Je lui dis, écoutez, je suis désolé, ça marche pas. Je vais me remettre à ma place. Mais seulement, j'avais du mal, il fallait que j'enjambe les gens parce qu'ils étaient tous par terre. Mais alors, imaginez des gens qui sont là. S'ils se laissent prendre au truc, à la suggestion hypnotique, ils vont valider le discours. Et eux, ils sont prêts. Là, ils sont cuits. Hein. Ça peut être d'excellents placebos. Hein. Parce que justement, il y a un rituel. Il y a un contexte aussi, parfois une blouse blanche même, qui vont faire, et puis c'est mystérieux, la personne a l'air de savoir, elle fait de l'access bar, elle va appuyer là, puis en plus ça porte des noms savants souvent, puis ça se réfère à des médecines vénérables comme la médecine chinoise, ah bah oui, en plus il y a une validation scientifique dans l'esprit des gens en tout cas, et c'est sûr que l'effet placebo pourra marcher plus facilement. Dans ces moments-là, on se pose la question quand même, est-ce qu'il vaut mieux aller voir une personne pratiquant de la santé alternative qui va nous masser pendant 45 minutes et nous prescrire des tisanes qui vont nous donner l'impression d'aller mieux, ou un docteur qui va nous expédier en 10 minutes en nous prescrivant un examen invasif et qui ne va pas nous donner d'explications. On est dans une dissonance cognitive incroyable en fait. On ne sait absolument pas quoi choisir. D'un côté, on a la rationalité qui nous dit il y a quand même une personne qui a fait 11 ans d'études, 10-11 ans d'études et qui sait de quoi elle parle. Et de l'autre, on se dit il y a une personne, elle veut mon bien. Parce que le souci, c'est que dans la médecine alternative, malheureusement, heureusement aussi, c'est qu'il n'y a pas que des gens qui font du mal. Il y a des gens qui font du bien aussi. Il y a des gens qui ont des solutions peut-être simples, peut-être trop simples, qui ont des solutions quand même pour des personnes qui ont des problèmes. Ah oui, ça m'est arrivé de consulter un thérapeute et de sentir un mieux après. Alors le souci, c'est que c'était pas un mieux qui a duré. Au final, les gourous d'hier sont toujours les gourous d'aujourd'hui. C'est des gens qui arrivent à guider d'autres personnes vers des idéologies, qui font glisser des gens sans que ceux-ci s'aperçoivent qu'ils ont glissé dans quelque chose. Il y a plein de processus psychologiques qui peuvent vous amener à penser que plus on aura tendance à avoir recours à ce genre de thérapie, plus on aura encore recours à elle. En termes de processus psychologique, on peut citer l'escalade d'engagement, c'est-à-dire que à partir du moment où la personne elle s'engage volontairement en toute liberté dans le recours à une thérapie alternative, plus elle va prendre ses décisions répétées dans le temps et de façon libre, plus il va être difficile pour elle en fait à un moment de se dire stop, parce que ça voudrait dire que c'était pas pertinent de prendre la décision au départ de suivre cette thérapie. Il y a eu des études qui ont été faites, notamment en sociologie, je pense à Romy Sauvert. En 3 mois, on peut passer d'indifférent à fanatique. Donc, il faut le savoir quand même que ça peut aller très vite. Le processus, il passe par des renoncements, d'abord dans un premier temps, puis ensuite des ruptures. D'ailleurs qui sont liés au renoncement. Et alors des renoncements, des ruptures personnelles. Je vais renoncer à certaines activités que j'aimais, sportives, ludiques et autres. On va se couper aussi de ses proches, pareil, ou renoncer, on va aller voir de moins en moins. Et puis aussi au point de vue social, je vais lâcher mon boulot, etc., etc. Les changements de comportement sont des indices très importants qui devrait attirer notre attention, et c'est là qu'il faut agir, parce qu'on peut encore agir idéologiquement quand on est dans cette phase-là. Après, c'est plus possible. Quand il y a rupture, ça veut dire que là, déjà, ça y est. On s'est déconnecté
de la réalité. Ce sont des esclaves heureux, les adeptes de sectes. Ils se prennent des coups et ils sont contents de les recevoir parce que pour eux, c'est salutaire. C'est pas quelque chose qu'on comprend naturellement. Les sectes, c'est comme une histoire d'amour. Donc on est pris sur le plan affectif et on se laisse embobiner complètement. Et surtout quand on est dans un contexte anxiogène ou d'incertitude, on va s'accrocher à ce qui se propose. Et en général, les solutions rationnelles sont trop rationnelles, trop pondérées pour séduire dans ces moments-là. Et tous les charlatans, les sectaires, etc., eux seront péremptoires, ils sont sûrs d'eux, ils ont des solutions, ils ont même des témoignages pour dire que ça marche, etc. Alors c'est très difficile de résister à ça. Et les sectes savent répondre en n'étant pas vraies, en mentant, en suscitant des illusions. Donc elles savent attirer. Le désespoir met les gens dans un état second. Je ne sais pas si vous avez parlé à un adepte de secte, vous lui parlez de choses et d'autres, il est normal. Il est logique, rationnel, intelligent. Par contre, si vous lui parlez du point sensible, de sa croyance, de son truc, il va partir complètement en vrille. On défend la victime, parce que l'adepte est toujours victime quelque part. Même quand il devient violent, etc., envers autrui, c'est aussi parce qu'il est une victime d'un système. La France, avec la laïcité, c'est le renard libre dans le poulailler libre. Sauf que le renard, on lui met une muselière. Dans les pays anglo-saxons et autres, c'est le renard libre dans le poulailler libre. C'est un choix de société. Nous, on n'est pas dupes. Une secte, si on la caractérisait comme telle, c'est qu'elle a des dents. Elle est prédatrice. Donc nous, on est pour la muselière. Ouais, c'est ça. Voilà. Mettre des limites à ne pas dépasser. On ne peut pas les empêcher toutes, puisqu'il y a la liberté. Mais il y a des limites, elles sont essentielles, les limites. Ce sont des limites extrêmes. Quand vous pensez que dans certains États des États-Unis, si les parents ont décidé de soigner leurs enfants uniquement par la prière ou d'autres trucs de ce genre-là, et de les laisser mourir de leur diabète ou autre chose, c'est possible. Et c'est légal. Et c'est légal. En France, ça n'existe pas un truc comme ça. Néanmoins, la liberté de pensée et de croyance est totale. Jusque dans la limite où on ne nuit pas aux autres. Le processus d'entrée est lent, progressif. L'appel à la nature, la méfiance envers la médecine et l'utilisation de thérapies alternatives sont quelques-uns des éléments qui vont créer un terreau favorable à un potentiel endoctrinement. Romy Sauver, dans son livre Croire à l'incroyable, détaille 2 sources de preuves reçues et interprétées par le futur adepte qui vont renforcer sa croyance dans la doctrine. Il y a des preuves dites médiatisées, celles qui sont lues, entendues, comme des témoignages d'autres adeptes par exemple. Et il y a la preuve dite expérientielle, celle liée à une expérience personnelle, qui peut s'apparenter à l'hypnose de groupe dans une église que nous a raconté Didier Pachou. Ce genre d'expérience sensorielle et perceptive aura un impact émotionnel fort chez le futur adepte, et elle pourra être considérée alors comme une preuve absolue et incontestable de vérité. Le groupe sectaire pourra ainsi utiliser des trucages et autres stratagèmes. On peut penser à certaines formes de méditation, à de l'hyperventilation, ou à de la privation de sommeil par exemple, qui favorisent ce genre d'expérience très marquante. Maintenant, quels sont les principaux problèmes que l'on peut rencontrer face à des thérapeutes alternatifs? Et quels risques sont liés à la pratique de leur thérapie? En soi, moi je ne suis pas gêné de prendre des tisanes qui aident à dormir, etc. C'est très très bien. Même si ça peut jouer un effet placebo ou même un tout petit effet physiologique, c'est très très bien. C'est pas là qu'est le danger. Alors les problèmes majeurs, je dirais, c'est la tromperie sur la marchandise. C'est la confusion, puisque ça relève la plupart du temps du langage spirituel. C'est comme quand les témoins de Jéhovah viennent vous voir à la porte, toc toc toc, bonjour, ouais, la Bible c'est la fin du monde. Là, on sait tout de suite que c'est un langage religieux et qu'on ne vient pas nous apporter de la science. Ça permet de faire un tri d'entrée. Le langage des sectes modernes se confond avec le langage rationnel. On n'a même pas besoin de critiquer, il suffit de retraduire ce qui est dit pour que les gens comprennent que ça relève complètement de la croyance et non pas de la science. Quand on dit énergie dans les thérapies alternatives, ça ne veut pas dire la même chose que énergie dans les laboratoires de physique. C'est pas du tout le même sens. Donc faire ce travail de traduction, c'est important. Là en ce moment, je suis en train de suivre des affaires, je n'en peux plus. Ce sont des calamités. Et avec le coronavirus, c'est encore pire. En plus, des soignants très souvent infirmiers, kinés, etc., qui vont pouvoir apporter une espèce de validation. C'est-à-dire, moi j'ai une expérience de soignant, etc. Ils tiennent un discours spirituel, mais en utilisant un vocabulaire scientifique ou psychologique, qui est cohérent pour les non-spécialistes. Non seulement ils jouent sur la confusion, mais en plus ils sont radicaux.
sur leur technique. Ils ont un discours très radical concernant leur méthode, c'est quasiment une panacée, mais ils disent surtout allez voir le médecin, qu'ils ont bien discrédité dans leur discours en attendant, mais pas directement. Ils vont dire bon voilà, la médecine c'est très bien, mais ça ne soigne que les symptômes, tandis que nous on va traiter la vraie origine des maladies, mais c'est pas un traitement médical. En de tels termes, si peu modestes qu'ils vont détourner les gens de la médecine et donc être par là de vrais criminels. Alors là, c'est moins rigolo, parce que là, ça a des conséquences. Les thérapies alternatives, si elles sont privilégiées, vont retarder éventuellement une prise en charge médicale. Et parfois, dans certaines maladies, ce retard est déterminant sur l'issue de la vie, en fait, ou de la maladie. C'est ça le plus grand danger. Il y a des gens qui ont publié là-dessus. Il y a Nathalie Dereuc qui a écrit qu'ils ont tué sa mère, comme ça. Puis il y en a beaucoup d'autres. En tout cas, on leur donne l'illusion qu'ils peuvent guérir au moyen de quelque chose qui n'en a pas fait preuve. Très souvent, ils n'en ont pas conscience parce qu'ils n'ont pas de culture scientifique, ces gens-là. Ils ont un vernis pour justement cautionner leurs propres croyances thérapeutiques. Ce sont des pompes à fric aussi, ça je vous le dis. Ils vous vendent des produits, ils vous vendent des formations, ils vous vendent des séances de thérapie, etc. Et qu'éventuellement, ils dépensent beaucoup d'argent pour ne pas avoir une amélioration de leur état. Ce qui là est une arnaque, disons-le clairement. Mais plus grave, ils peuvent tuer. Vous allez être soumis aux caprices d'une personne. Si cette personne est bonne, empathique et quand même a un peu de recul avec sa pratique, vous ne risquez pas grand-chose. Mais ça n'arrive pas souvent. Si par contre elle cherche que votre fric ou si elle est complètement illuminée, elle peut vous amener à une catastrophe. Dangereuse au niveau social aussi parce que ça peut amener la personne à faire partie d'un milieu social spécifique qui peut conduire à des dérives éventuellement sectaires. Certains week-ends de jeunes, dans des endroits reculés, il y a un risque d'être embrigadé dans quelque chose qui nous dépasse et qu'on ne veut pas au départ. Je pense que le moment où j'ai adhéré le plus, peut-être, c'est à chaque fois qu'il y avait un scandale sanitaire important. Voilà. C'est bête à dire, mais les gens qui sont dans ce milieu sont très forts pour surfer sur l'actualité. Scandale du Mediator, pain béni. Alors, la première étape, c'est on met en place un « je vous l'avais dit ». Je vous l'avais dit. Vous avez vu ? Voilà, scandale, le monde réel, voilà ce qu'il fait. Une fois que les gens ils ont adhéré au « je vous l'avais dit », c'est « mais j'ai une solution ». Ouais, la dérive sectaire dans le domaine de la santé, c'est commencer par avoir un discours qui diabolise la médecine conventionnelle, qui conduit ensuite à un refus drastique de tout traitement autre que celui alternatif, complémentaire, et le sentiment fort de la personne de ne pas être comprise par son entourage proche, mais de préférer celui qui a recours justement à cette thérapie alternative. Par exemple, pendant le Covid, le milieu où j'étais a dit « Ah ben nous on a une solution pour le Covid. Il y a une graine d'une plante, vous la prenez en tisane, puis pas de Covid. » Les études de cette plante concernaient le paludisme. Donc on a extrapolé les effets d'une plante à une autre maladie. Et il s'est avéré qu'ils ont eu de la chance et qu'il y a eu un gouvernement d'un pays d'Afrique qui a décidé de l'utiliser. Et là ils étaient super contents parce que du coup ils avaient une confirmation de ce qu'ils disaient. Donc dans la pratique, je vais éviter la médecine, etc. Parce que là, elle est complètement aux mains de lobby. Ça dépend, chacun a son bouc émissaire. On résume souvent sous le terme de Big Pharma, qui est un peu une bêtise parce que c'est ne pas prendre en compte le fait que le monde industriel pharmaceutique, il n'est pas homogène, ils pensent pas tous avec une seule tête et ils se tirent entre eux. Big Pharma, c'est pas un groupe qui se réunit dans l'ombre et qui dit nous allons étendre nos tentacules, ça marche pas ça. Ça c'est une lecture complotiste très simpliste. Ils sont là pour nous nuire et faire de nous des esclaves. Donc il faut éviter d'être un mouton, il faut sortir du lot. On est dans l'élite, on est au-dessus. Il ne faut pas éluder la critique, la juste critique des labos qui magouillent. Il y en a, ça existe, il y a eu des scandales et c'est pas des faux scandales. Mais quand à en faire une règle générale, on sait que là on est tombé dans un système. C'est devenu comme une religion. Un peu comme les fondamentalistes protestants vont dire le monde entier est sous l'emprise du démon. Alors qu'il y a des gens très bien partout, des gens qui veulent bien faire, qui se décarcassent, etc. Quand on est dans un monde, entre guillemets, totalement fermé sur lui-même, on a un obscurantisme intellectuel important et où on a presque une interdiction d'avoir des liens avec le monde moderne. Ça devient presque une obligation pour la personne d'adhérer à ce genre de pratique pour pas se couper, entre guillemets, de sa petite tribu. Tu parles vraiment de la pression sociale en fait. Il y a une pression sociale, oui, il y a une pression sociale très forte. Quand on tombe dans une secte qui nous fournit un travail, par extension nous fournit de la nourriture, qui nous fournit un toit, et qui en plus nous donne l'impression de faire quelque chose d'utile pour le monde,
au final, on a trouvé toutes les réponses à nos questions dans la vie. Mais il y a un vrai paradoxe là. C'est-à-dire que les gens veulent fuir ce qui est institutionnel parce qu'ils ne veulent pas être encadrés. Mais en réalité, l'institution, elle donne des règles dans des pratiques et ça évite justement les dérives et la dictature d'un thérapeute sur un individu. Alors le paradoxe, il est là. On veut soi-disant trouver son autonomie en échappant à ce qui est institutionnel pour finalement se livrer pieds et poings liés, idéologiquement, physiquement, entre les mains de personnes qui n'ont aucune vraie formation, sinon complètement subjective, pour traiter un problème quelconque de santé, de bien-être, de relations sociales, de n'importe quoi, sans qu'on puisse vérifier quoi que ce soit. C'est une infantilisation, mais qui ne porte pas son nom. Au-delà de la perte d'argent, de l'illusion de guérison et de l'isolement social, le plus grand risque est donc le retard de la prise en charge médicale adaptée, ce qui peut être fatal. Au-delà de ces risques, est-ce que des thérapies alternatives sont dangereuses en tant que telles ? Les pratiques elles-mêmes, dans la majorité des cas, ne sont pas dangereuses puisque ce sont des rituels magiques de guérison. Access bar, Reiki, c'est une gestuelle énergétique, c'est pas dangereux. Ça fait de mal nulle part, ils vous traitent à distance, par téléphone. Et après, il y a l'expérience, il y a des pratiques qui d'elles-mêmes sont dangereuses. Si c'est la médecine germanique, on sait que ça sera toujours dangereux, parce que ça préconise qu'il faut arrêter ces traitements. Et même pas se poser la question de est-ce que le type est pondéré ou pas. On sait que c'est dangereux, il faut l'éliminer d'entrée. Bon, ça, les associations les connaissent. Elles peuvent être dangereuses au niveau médical. Quand on aborde les thérapies manuelles, où il va falloir toucher les gens, faire des choses, alors là, ça peut être plus dangereux. Parfois, certains traitements ou techniques de manipulation de patients ont montré que ça conduisait à des états délétères chez le patient. Je pense à l'ostéopathie, par exemple. Il y avait des mouvements au niveau de la nuque qui sont aujourd'hui interdits. En fait, ça faisait le coup du lapin chez les patients. D'accord. Les thérapies qui préconisent l'usage de substances, donc une pharmacopée ou des choses comme celle-là, des compléments alimentaires et tous ces trucs-là, alors là, ça peut être dangereux. Que dire des thérapeutes alternatifs liés aux dérives sectaires ? Est-ce qu'ils sont sincères ou ce sont des charlatans ? Ils trompent avec l'intention de tromper. Je suis persuadé que la plupart sont sincères. Ils croient à ce qu'ils font. Je pense même à des toubibs, pourtant donc l'éducation, etc. pour ça, qui ont dévié. Ils sont entrés comme en religion, avec sa foi aveugle, c'est ce qui en fait un radicalisme, une secte. Et pire encore pour ceux qui n'ont pas cette formation scientifique, qui vont avec leur vernis de connaissances se dire, ben voilà, je maîtrise, ils vont y croire, une majorité. Ce qui les rend plus convaincants. En fait, en soi, les charlatans en tant que tels sont en minorité. Oui, moi c'est ce que je pense. Alors après... On prend le goût au pouvoir qu'on se découvre sur les gens. On prend le goût à l'argent facile. Sans avoir suivi de grandes études d'un coup, vous pouvez vous-même faire des formations en quelques semaines, voire en quelques jours, vous êtes naturopathe. Puis surtout quand c'est facile. Donc vous allez conseiller les gens sur leur santé, leur préconiser des plantes, des trucs, en ayant 3 jours de formation. Ça se fait, sauf que quand même le marché est saturé. C'est comme la vente pyramide. Les derniers venus, c'est les couillons. Ils payent des milliers d'euros dans les formations, mais le pognon, il rentre plus. Donc alors ça les rendra plus offrants et donc plus dangereux. Alors je pense aussi beaucoup aux femmes qui ont fini d'élever leurs enfants, elles n'ont pas travaillé, et d'un coup elles se retrouvent là à vide. À quoi je sers ? Alors là, ce sont des proies de choix. J'en ai des cas à l'appel. Vous savez, vous rencontrez un thérapeute qui ne fait pas la confusion, qui est franc. Déjà, il est honnête sur la marchandise. S'il a suffisamment d'humilité, qui dit, écoutez, je ne sais pas si ça va vous guérir, je vois que certaines personnes en sont contentes, etc., qui aient un discours un peu humble, il serait beaucoup moins dangereux, parce que les gens diraient, je vais aller quand même chez le médecin. Moi, j'en ai pas trouvé 5 sur 500. Quand j'ai fait, je leur ai demandé de signer notre charte. C'est pour vous donner une idée. Malgré la force avec laquelle on peut adhérer à certaines croyances, il arrive aussi que certains adeptes remettent en question la doctrine et sortent peu à peu du mouvement sectaire. Comment s'est déroulé ce processus de sortie pour Cédric ? J'ai jamais adhéré complètement, dans l'optique où il y a toujours eu un élément qui m'a dérangé. Et là où je me suis posé des questions assez fortes, on m'avait conseillé un docteur spécialisé dans les résurgences de nouvelles maladies de civilisation, donc fibromyalgie. À côté, il s'était mis dans ce qu'on appelle la médecine intégrative, qui prône le fait d'intégrer la médecine, entre guillemets, douce à la médecine moderne. Le cabinet du médecin était chez lui, donc une maison immense,
très très riche. On était reçus dans une salle d'attente avec un tas de livres sur la médecine intégrative, avec juste à côté des tas de bouquins de valeur actuelle. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est qu'il m'a dit « Je sais ce que vous avez, je vais vous demander de faire une prise de sang que je vais envoyer en Belgique. Par contre, ça sera facturé 400 €. » Et là, j'ai demandé « Mais pourquoi faire une prise de sang qu'on envoie en Belgique ?» Il me dit parce qu'eux, en fait, savent mieux faire les tests que nous. Alors, vu que j'étais un petit peu dans cette recherche quand même de solutions pour moi, j'ai accepté. Et c'est vrai que quand on a eu les résultats de la prise de sang, il n'y avait rien qui allait. Il m'a prescrit des tonnes et des tonnes de vitamines. Le matin, je prenais tellement de compléments alimentaires, j'avais plus faim pour la journée. Et il a commencé à me prescrire quelques éléments qui m'ont fait un peu peur. On va vous mettre un peu de teinture mère pour la fatigue, on va vous mettre un peu d'homéopathie pour le sommeil. J'en avais pour presque 300 € de médicaments à chaque fois. Là, c'est un jour où je suis arrivé, je lui ai dit voilà, ça va pas du tout, je me sens pas bien. Il me dit écoutez, on va faire un exercice, on va faire une espèce de mouvement de yoga, vous allez voir, vous allez vous sentir mieux. Je me suis retrouvé à faire la cigogne au milieu de son cabinet. Il me dit il faut que vous fassiez ça chez vous. Je dis non. Non, je pense pas qu'un mouvement puisse me soigner de ce que j'ai. Et là, j'ai compris qu'il y avait réellement un problème. Ce qui a fini à me mettre la puce à l'oreille, c'est que ce médecin, j'ai eu besoin de lui à un moment donné parce que j'avais rendez-vous auprès d'un médecin conseil de la sécurité sociale. Et donc, il me fallait des courriers, etc. J'ai essayé de le contacter et en 15 jours, il avait déménagé. Et il est allé s'installer en Suisse pour être docteur. Et je lui ai dit, je suis prêt à vous payer une consultation pour que vous me fassiez une lettre. Ah non, je fais plus de consultation à des Français. Et là, je me suis dit, ces gens-là sont quand même assez malins parce qu'ils prennent ce qu'il y a à prendre en France et quand on commence à s'intéresser un peu à eux, ils prennent la poudre d'escampette et ils vont faire leur business ailleurs. Ce qui a fait que je suis sorti de tout ça, surtout, c'est constater que mon ex-compagne devenait de plus en plus extrême. Et adhérer complètement aux paroles, en fait, d'une figure d'autorité. Elle écoutait comme si c'était un jeu. Ça commençait vraiment à me faire peur. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mince, je suis en train de tomber dedans moi aussi. Et là, on a une prise de conscience qui fait que ça va être dangereux. Quand on rentre dans une secte, on a des valeurs. La secte, selon son niveau d'emprise, peut vous amener à nier toutes ces valeurs. C'est vrai. Mais malgré tout, le cœur de vos valeurs est toujours plus ou moins là. Et c'est ce qui permet à certains adeptes d'en sortir des sectes. Quand ces valeurs fondamentales en eux sont bafouées. Quand j'ai commencé à voir l'envers du décor sur toutes ces choses-là, que j'en ai parlé autour de moi, je me suis pris une vraie levée de bouclier. Quand je me suis désengagé de ça, j'ai été vu comme une personne à abattre. J'ai dû me couper complètement du monde dans lequel j'étais, faire table rase de toutes mes connaissances, de tous mes amis, etc. Parce que ça devenait dangereux pour moi. Et je voyais que les gens qui étaient mis de côté, au bout d'un moment, on essayait de les détruire. Moi, j'ai été victime d'une opération de bashing incroyable. J'ai croisé des gens, on a détruit leur vie professionnelle, on a détruit leur vie familiale. Et donc, heureusement que dans mon parcours de soins, j'ai été pris en charge par un grand professeur en radiologie qui était en train d'expérimenter des techniques, qui était vraiment au courant de ce qui se passait dans le monde, qui a pu résoudre le problème. C'est-à-dire, je suis rentré à l'hôpital, je me suis fait opérer, ça a duré 2 heures, je suis ressorti en courant. Même si à un moment donné, j'ai été séduit par certaines idées, je pense que ce qui a fait que j'ai pu en sortir, c'est que j'ai jamais réellement adhéré à 100% à tout. J'ai jamais été quelqu'un de très attrait à la spiritualité. C'est toujours quelque chose qui m'a passé au-dessus. Je crois pas en l'écologie, peut-être que ces gens-là nous la vendent. On trouve là, parfois, quelques dérives dans les milieux écologistes, parce que beaucoup sont liés au New Age, et donc à ces médecines dites naturelles. Donc le milieu sectaire peut investir le milieu politique via l'écologie. Notamment, pas que, mais assez souvent. J'en ai parlé une fois avec une amie qui est une élue écologiste et qui se désole de ce genre de situation parce que ça discrédite l'écologie, qui a un rôle social tout à fait utile à mon avis. Et le fait de ne pas adhérer à ce genre de choses fait qu'au final, je me suis retrouvé toujours un peu esselé, même au milieu de ces gens-là. Et au final, on ne nous intègre jamais réellement au mouvement. Moi, là où j'ai toujours eu un peu de mal, c'est que je suis dans la contestation, effectivement, mais ces gens-là, le problème, c'est que les solutions qu'ils proposent, c'est un retour en arrière. Pour tout, en fait, pour tous les sujets. Comme si le passé était la solution. Comme si la science n'avait rien apporté. Ils se rendent pas compte parce qu'il y a des gens dans leur entourage qui sont des figures d'autorité, qui ont des discours sexy, entre guillemets, sur ces genres de choses. Voir ces gens-là qui, à longueur de journée, critiquaient la société de consommation, puis qui allaient faire des salons bio, qui achetaient tous les produits qui leur passaient sous la main. Et une entreprise, quand elle vous dit notre marque, elle est naturelle, et en prenant notre marque, vous sauvez la planète. Forcément, ça leur donne bonne conscience et ça leur donne l'impression de sauver le monde alors en achetant leurs cosmétiques. Je crois vraiment que c'est ce double discours qui a fait que j'ai jamais pu être convaincu. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui avaient vécu la même chose et qui en avaient donné leur expérience. C'est aussi pour ça que je fais ça aujourd'hui.
C'est que je pense que c'est important de dire aux gens, vous avez le droit de vous tromper. Vous ne passerez pas pour des cons de revenir en arrière. Vous avez le droit. Même s'ils ont l'impression d'être des idiots, même s'ils ont l'impression que ce qu'ils ont fait c'était idiot, oui, j'ai l'impression que certaines actions que j'ai faites étaient idiotes. Après coup, je m'en veux d'avoir fait certaines actions. Mais ce qui fait que maintenant, j'en suis là, c'est aussi parce que je les ai faites. Ok, vous avez été un peu bête. C'est pas grave. On est tous un peu bêtes, hein. Moi qui suis maintenant dans le milieu associatif, je le vois, c'est que les associations sont là pour écouter, mais il n'y a aucun moyen qui leur est donné de prendre une personne et de leur dire on vous reconnecte avec le monde normal, entre guillemets. Et au final, on se retrouve seul. Là, je pense qu'il y a un gros travail à faire de la part de l'État, des associations, etc. C'est permettre aux gens qui ont envie de revenir en arrière d'être accompagnés. Et arrêter de leur laisser penser que l'État, que les organismes, que la civilisation leur veut du mal. Des solutions existent dans le monde qu'ils rejettent, qu'elles fonctionnent. Alors, si on doit quand même garder quelque chose de cet entretien, il faut garder que vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de faire une erreur, vous avez le droit d'avoir amené des gens avec vous, c'est une erreur, c'est pas bien, mais vous avez le droit aussi de faire le chemin inverse. Dans son livre Croire à l'incroyable, Romy Sauvert détaille 2 formes de contradiction qui peuvent amener l'adepte à remettre en question sa croyance. D'abord, la contradiction factuelle, qui concerne les faits. Par exemple, si une pratique thérapeutique permet de guérir à tous les coups un mal de tête, et si une fois ça n'a pas marché, alors il y aura une contradiction entre les croyances et les faits, sans pour autant que cela remette en question tout le système de croyance de l'adepte. Une mauvaise utilisation du remède peut facilement être invoquée pour l'expliquer. Mais il y a aussi la contradiction axiologique, ou la contradiction de valeur. Par exemple, si la doctrine promeut une attitude pacifiste, non violente, et que l'adepte est témoin d'une agression physique entre un membre de la secte et une autre personne, il y aura alors une contradiction entre ce que promeut la secte et les faits observés, a priori inacceptables. Une contradiction entre les valeurs profondes de la personne et un événement, une parole, un comportement perçu provenant de la secte peut avoir un impact émotionnel important sur la personne et l'amener à prendre du recul. Une contradiction avec les faits aura un impact limité sur la croyance, comme on peut souvent le constater d'ailleurs. En effet, la croyance liée à une expérience personnelle très forte, comme le ressenti d'une importante émotion lors d'un rituel de guérison, aura bien plus de poids que des faits scientifiques sur son adhésion. Mais alors que faire si nous soupçonnons qu'un proche est appâté progressivement vers une dérive sectaire ? Là, dès qu'il y a des changements anormaux dans sa vie, tout de suite, il faut chercher pourquoi et comment. Alors souvent, il y a un contexte aussi. Il y a une situation difficile, je sais pas, ça peut être une rupture affective, ça peut être des choses comme celle-là, ou la perte de son boulot, ou des difficultés au travail, donc il faut être très attentif. Ce qu'il est souvent recommandé de faire, c'est de surtout ne pas rompre le lien avec cette personne. J'ai eu la chance, dans mon entourage, d'avoir un nombre de personnes qui n'étaient pas d'accord avec moi, qui me le disaient. Ça m'a fait réfléchir à de nombreuses occasions. On garde toujours un pied dehors et on garde toujours un bout de notre cerveau en dehors de ces choses-là. Alors déjà, mesurer à quel point d'engagement il en est. Maintenir un dialogue, montrer une ouverture à ces thérapies alternatives. Ne pas dire qu'on est contre ou pour, mais parler avec lui, jouer l'effet miroir, redire ce qu'il vient de vous dire. Tu m'as dit donc que tu es dans une démarche de développement personnel, c'est bien ce que tu m'as dit. Pour mieux amener la personne à en discuter et surtout à en percevoir éventuellement les limites dans un premier temps. Il faut instiller le doute. Il faut à tout prix que la personne puisse être critique envers soi-même et envers les mouvements, envers les idées. Parce que j'ai trop constaté de gens qui prenaient pour argent comptant ce qu'on leur disait. On leur dit, cette plante, elle est bonne pour le cancer. Ok, cette plante, elle est bonne pour le cancer. Ok, mais pour quel cancer ? Quand on me disait ça, la première question que je posais, c'est quelle quantité ? Et là, on était toujours incapable de me répondre. Je dis, alors est-ce qu'il faut que je prenne 1 kilo ? En intraveineuse, en tisane ? Je la mange en salade ? À chaque fois, j'avais aucune réponse. Pour ça, il ne faut pas le brusquer. Parce qu'autrement, il ne va pas vous dire. Les gens ont un amour propre. Si vous avez l'air de lui faire la leçon, de lui dire que c'est un idiot, ça ne va pas passer et quelque part, il va vouloir défendre son point de vue. Plus c'est abordé de manière frontale et plus ce sera compliqué, plus la personne s'éloignera. Si cette personne est en rupture sociale, ça va être très très compliqué de la récupérer. Donc il faut éviter ça. Il faut que ce soit cool, détendu, poser des questions, vous montrer intéressé sans agré, pour autant, pour qu'il ait tendance à vous faire confiance et à se lâcher. Pour moi, j'ai trouvé la solution, c'est que j'essaie de le prendre sur le ton de l'humour.
Voilà, en disant, t'aimes la nature, pas de souci, on va te mettre sur la banquise ou dans la savane et on va voir combien de temps tu survis. Et c'est vrai que le fait de le prendre à la rigolade, on montre à la personne en face qu'on n'est pas dans l'agression, qu'on lui veut pas de mal. Et ça va vous permettre de mesurer son niveau d'engagement. Pour déjà relier, se dire, bon là il a un besoin de ce côté-là et il a changé de comportement. Faire le lien. Quand vous avez fait ça, déjà vous avez fait beaucoup, ça va vous permettre d'intervenir tout de suite. S'assurer que la personne ne se met pas en péril de santé, voire pécunier dans sa pratique, pour qu'elle ne puisse plus revenir en arrière. En fait. Pour ensuite, éventuellement, compléter cette thérapie par quelque chose de plus conventionnel. Avant qu'il en arrive aux ruptures. C'est où là, il est beaucoup plus radicalisé dans ses renoncements. Ça, c'est Après, quand on a l'info, on peut toujours la faire traiter. Déjà, aller voir ce qui se passe sur Internet concernant l'info, ou la faire traiter par des organismes spécialisés. Vous vous renseignez sur la nature du danger. Vous contactez une association spécialisée sur les sectes, la manipulation mentale. Ensuite, elles savent vers qui, quoi, comment faire pour essayer de juguler le problème et éventuellement à rencontrer l'adepte. Et donc, on leur donne ces clés très simples, pareil, pour pouvoir appliquer les premiers secours, si je puis dire. Presque en prévention, même si là, déjà, à mon avis, il est appâté par quelque chose. Mais nous, on peut encore travailler dessus s'il est appâté. C'est l'amener à faire elle-même le travail de déconstruction, de conviction, et ça ne peut se faire qu'à travers un dialogue avec elle. Une fois que le doute il est là, c'est son travail à elle de persévérer dans cette voie et de creuser. On ne peut pas forcer quelqu'un, on ne peut pas convaincre quelqu'un de force. Et c'est jamais rapide, c'est très long. En face, on a des gens qui sont très bien affûtés sur toutes les techniques à mettre en place pour appâter la personne. Donc, restons vigilants. Puis après, il y a les moyens de se former, puisqu'on a une formation en ligne, pour laquelle on peut avoir une certification, même professionnelle, mais aussi pour ceux qui sont confrontés à un problème de proximité, comme ça, un proche, et qu'ils doivent gérer eux-mêmes, parce que, je vous ai dit, en France, s'il y a des associations, c'est le bout du monde. Si la première association est à 200 km, il va falloir vous débrouiller essentiellement tout seul. Bon, et c'est gratuit. Donc, c'est bien de se former un peu si on a le temps. Que faire quand on veut signaler une dérive sectaire ? Si nous en sommes victimes ou si un proche en est victime ? Donc la chose la plus simple, c'est déjà d'en parler à une association spécialisée, qui avec vous verra ce qui est le mieux de faire. Bon, évidemment, s'il y a la mise en danger d'enfants, des choses imminentes comme cela, là, bien sûr, on fait un signalement à la police, au procureur, etc. Ça, c'est logique. Mais en dehors de ça, on peut se contenter de le signaler à une association qui se chargera à bon escient de le transmettre à des autorités si elles sont concernées. Qui pourront du coup avec des juristes et aussi des personnes qui sont sorties de ce genre de situation, aider à épauler, rattraper la personne qui est en perdition. Pour la proximité, l'association, près de chez soi, et puis au point de vue national, vers la Miviludes. Si on souhaite aller voir un thérapeute alternatif, qu'est-ce qu'il est recommandé de faire ? Est-ce qu'il y a des bons réflexes à avoir ? D'abord, bien se renseigner sur la thérapie elle-même. Il faut croiser les sources, aussi bien lire des documents qui vantent les mérites et l'efficacité de cette thérapie pour juste déterminer si c'est une vraie efficacité, s'il y a des études scientifiques qui ont été menées. Aussi se renseigner sur est-ce qu'il n'y a pas des détracteurs de ces thérapies-là, quels sont les arguments de ces détracteurs, et là aussi juger de la validité de ces arguments. Alors je dirais d'abord d'avoir sa démarche en accord avec un médecin et peut-être une association comme la nôtre, les deux. Et alors, il pourrait s'adonner à cette thérapie, sauf avis contraire du médecin et de l'association. Concernant les thérapies alternatives, je pense que toutes les associations anti-sectes connaissent, puisque ce sont les principaux produits d'appel vers les nouvelles sectes. Je viens d'y penser, c'est un peu naïf, mais comment on pourrait faire pour qu'il y ait moins de sectes et moins de dérives sectaires ? C'est la prévention. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il n'y a que la prévention. Et quand on fait un travail constant de prévention comme ça, eh bien, on a de vrais résultats. Moi, j'ai remarqué au fil des années, de plus en plus, les gens téléphonent avant. Ils ont un doute, et le doute, il est suscité parce qu'ils ont vu ça et là, quelque part, à la télé, ou sur leur truc Internet. À mon avis, la clé, elle est là. On a vu les principaux risques liés aux thérapies alternatives, et les dérives sectaires qui peuvent y être associées.
Dans l'ensemble des signalements de dérives sectaires adressés à la Miviludes, le domaine de la santé représente 40% des signalements, une tendance qui a continué avec la crise du Covid-19. Ils estiment également à 3000 le nombre de médecins liés à une mouvance sectaire. Avec toutes les informations qu'on a vues le long des 6 épisodes précédents, lorsqu'on a un problème de santé, qui voir pour éviter les problèmes et avoir plus de chances de guérison? Bon, au final, à qui confier sa santé? Ça sera la question du prochain et dernier épisode.